Bienvenue dans Ah et j'ai mal, le podcast pour comprendre la douleur chronique autrement. Si tu es là, c'est peut-être que la douleur fait partie de ta vie. Peut-être depuis longtemps, peut-être plus récemment, mais dans tous les cas, elle prend de la place. Une place que tu n'as pas choisie, une place qui te fatigue, qui t'inquiète et parfois qui t'isole. Moi aussi je connais ça, la douleur qui s'installe, qui change, qui revient et qu'on ne comprend pas toujours. Ce que je partage ici, c'est un mélange de vécu, de recherche, de rencontres et surtout d'un chemin que j'ai parcouru moi-même. Et dans ce chemin, j'ai aussi commencé à m'appuyer sur ce que je fais dans mon travail. Je travaille dans le domaine de la qualité et l'amélioration continue. Concrètement, ça veut dire observer ce qui ne fonctionne pas, chercher à comprendre pourquoi, sans juger et ajuster petit à petit. Très vite, je n'ai plus envie de subir sans comprendre. Alors j'ai cherché, j'ai testé, j'ai appris. Si toi aussi tu cherches à comprendre ce que tu traverses et que tu sens qu'il manque une pièce à ton puzzle dans ce qu'on t'a expliqué, alors tu es au bon endroit. Je te souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle d'un aspect qui joue un rôle immense dans la douleur chronique, mais qu'on ne voit pas toujours immédiatement. Nos pensées, nos émotions et les mécanismes automatiques qui se mettent en place dans notre cerveau et notre système nerveux. Et avant d'aller plus loin, j'ai envie de préciser quelque chose d'extrêmement important. Quand on parle de lien entre les émotions, les pensées et la douleur, ça veut absolument pas dire que la douleur est dans ta tête. Je crois que je vais le répéter dans chaque épisode, cette phrase. La douleur, elle est réelle. Les sensations sont réelles. La souffrance est réelle. Il ne devrait même pas y avoir de débat à ce niveau-là. Car je trouve que beaucoup de personnes vivant avec des douleurs chroniques ont déjà été suffisamment invalidées ou incomprises. Donc ici, le but n'est certainement pas de psychologiser la douleur. Le but, c'est plutôt de comprendre quelque chose de beaucoup plus nuancé. Le cerveau, les émotions, les pensées et le système nerveux influencent profondément la manière dont le corps vit les sensations. Et je crois qu'honnêtement, comprendre ça peut devenir extrêmement libérateur. Parce que ça permet de remettre de la compréhension, de la cohérence et du pouvoir, là où on avait juste l'impression de subir. Alors il y a quelque chose de fondamental à comprendre. Le cerveau interprète constamment ce qui se passe, chaque sensation, chaque émotion, chaque douleur, chaque inconfort, chaque fatigue. Tout est analysé à travers nos expériences passées, nos croyances, nos peurs, nos souvenirs, notre état émotionnel et notre niveau de sécurité intérieure. Et souvent, on ne se rend même pas compte à quel point certaines pensées activent immédiatement le système nerveux. Par exemple, ça recommence. Je vais encore finir bloqué. Je vais jamais m'en sortir. Mon corps ne tient plus. Et si ça empirait, il y a forcément quelque chose de grave. Et honnêtement, quand on souffre depuis longtemps, ces pensées sont totalement compréhensibles. Le problème n'est pas d'avoir ces pensées. Le problème, c'est que le cerveau les interprète souvent comme des signaux de danger supplémentaires. Et plus le cerveau perçoit du danger, plus il active l'alerte. Et plus il active l'alerte, plus les sensations deviennent présentes. Et plus les sensations augmentent, plus les pensées anxieuses reviennent. Et sans même s'en rendre compte, on entre dans un cercle extrêmement épuisant. Un cercle où les pensées augmentent la peur augmente la vigilance augmente les sensations, et les sensations renforcent encore les pensées catastrophiques. Et honnêtement, quand on commence à comprendre ce mécanisme, on change de regard sur son propre fonctionnement. Alors les émotions, elles sont aussi corporelles. Et je crois qu'on a énormément séparé le corps et les émotions, comme si les émotions étaient quelque chose de purement mental, alors qu'en réalité, une émotion est aussi une expérience physique. Quand on est anxieux ou qu'on a peur, la respiration change. Quand on est stressé, les muscles se contractent. Quand on est triste, le corps devient lourd, épuisé, ralenti. Quand on est en colère, il peut y avoir énormément de tension dans le corps. Le corps et les émotions sont profondément liés. Et parfois, quand certaines émotions restent bloquées, réprimées, évitées, constamment contenues, le système nerveux reste lui aussi dans un état de tension chronique. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que les émotions créent toutes les douleurs. Les douleurs chroniques sont multifactorielles. Il peut y avoir une blessure, une inflammation, un terrain biologique, de l'hypervigilance, du stress chronique, de l'épuisement, des traumatismes, des comportements d'évitement, des facteurs neurologiques et plein d'autres paramètres qui s'entremêlent. Mais les émotions influencent clairement l'intensité des sensations,
la vigilance, la fatigue, la récupération et la manière dont le cerveau interprète le corps. Et honnêtement, c'est aussi pour ça que les TCC, qui sont les thérapies cognitives et comportementales, ont été une vraie porte d'entrée pour moi. Parce qu'avant même de réussir à revenir sereinement dans le corps, j'ai commencé à comprendre certains mécanismes mentaux et émotionnels. Et déjà, ça a enlevé une énorme couche de souffrance. Les TCC ne consistent pas à penser positif. Et je trouve ça extrêmement important de le dire. Parce qu'on caricature souvent énormément cette approche. Le but n'est pas de se répéter « tout va bien » quand intérieurement on est terrorisé. Le but n'est pas non plus de nier les difficultés. Le vrai travail, c'est plutôt d'apprendre à observer ses pensées automatiques, ses réactions émotionnelles, ses comportements et les liens entre tout ça. Parce que souvent, on ne réalise même pas à quel point certaines pensées activent immédiatement le système nerveux. Il y a un outil très utilisé en TCC que je trouve particulièrement intéressant, la grille CK. Donc, la grille CK, c'est SE2CA. La grille CK, c'est un moyen d'observer les liens entre la situation, les émotions, les cognitions donc des pensées, les comportements et les anticipations. Et honnêtement, quand on commence à observer ça, on réalise parfois à quel point tout est connecté. Et si ça t'intéresse, tu peux facilement trouver des exemples ou des modèles de grille CK sur Internet, il en existe beaucoup. Et ça peut être un outil vraiment intéressant pour commencer à observer ses propres fonctionnements avec plus de recul. Je vais maintenant te donner plusieurs exemples très concrets de situations du quotidien. Et on va décomposer ensemble l'outil CK pour mieux comprendre ce qu'il se passe derrière certaines réactions automatiques. Reprenons l'exemple raconté dans l'épisode précédent, dans lequel je te parle de ma cheville et de la pendulation. Alors, on va décomposer. La première étape de la grille CK, c'est la situation. Donc, la situation, c'était, après une séance de renforcement musculaire, je commence à ressentir des sensations désagréables dans ma cheville. À ce moment-là, j'étais déjà fatiguée et en crise de douleur dans une autre zone du corps. Ça, c'est la situation. Ensuite, je vais décortiquer les émotions. Très vite, j'ai ressenti de la peur, de la frustration et du découragement. Ça, ce sont les émotions que j'ai associées à la situation qu'on a décrite précédemment. La troisième étape, c'est d'analyser les cognitions, donc les pensées. Presque immédiatement, certaines pensées sont arrivées. Et si je m'étais refait mal? Ça recommence. Mon corps ne tient jamais longtemps. Il y a toujours un problème. C'est sans fin. Donc ça, ce sont les cognitions. On a fait la troisième étape. La quatrième étape, ce sont les comportements. Alors le cerveau, il a commencé à scanner davantage ma cheville. Je portais toute mon attention dessus. Je surveillais les sensations, je cherchais à comprendre immédiatement ce qui se passait. J'anticipais certains mouvements et mentalement, je restais bloquée sur cette zone du corps. Ça, c'est la quatrième étape, les comportements. Et la dernière étape, ce sont les anticipations. Donc tout ça, ça avait finalement envoyé un message très clair à mon cerveau. Cette zone, elle est dangereuse. Il faut continuer à la surveiller. Le problème peut empirer. Je ne suis pas fiable. Le système nerveux, il est donc resté en état d'alerte. Les sensations, elles ont pris de plus en plus de place et le cercle a continué à se renforcer. Et plus cette boucle s'est répétée, plus elle est devenue automatique. Et ce fonctionnement ne concerne pas uniquement la douleur. Prenons l'exemple de la fatigue chronique, ou de ces périodes où le corps semble complètement épuisé. On recommence la grille CK, donc la première étape, c'est la situation. Une personne se réveille un matin avec une énorme fatigue, le corps lourd, l'énergie qui semble complètement absente. Elle va se questionner sur ses émotions, la deuxième étape. Très vite, elle ressent de l'inquiétude. Elle a même de l'angoisse, du découragement, peut-être de la panique. Ensuite, on passe à la troisième étape. Elle va observer ses cognitions, donc ses pensées. Et là, elle se dit, ça y est, ça recommence. Je vais rien réussir à faire aujourd'hui. Je vais encore devoir annuler. Mon corps ne récupère jamais. Je ne m'en sortirai jamais. C'est la troisième étape. Ensuite, on passe à la quatrième étape. On observe ses comportements. Alors, la personne commence à surveiller comment va son niveau de fatigue, son niveau d'énergie sur la journée. Elle analyse chaque sensation. Elle anticipe déjà l'échec de sa journée. Elle évite certaines activités. Elle entre dans beaucoup de ruminations. C'est la quatrième étape, les comportements. Et ensuite, on arrive à la cinquième et dernière étape, les anticipations. Et du coup, le cerveau, il comprend quoi? Je vais jamais réussir à travailler aujourd'hui. Et je suis certaine que ce soir, j'arriverai pas à m'endormir, c'est toujours pareil. Et donc, à ce moment-là, le système nerveux, il s'active de plus en plus et il reste bloqué. Le stress augmente et souvent, la fatigue devient encore plus envahissante.
Normal, parce que le mécanisme que met en évidence la grille CK est extrêmement énergivore. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que la fatigue est imaginaire. Elle est bien réelle. Mais parfois, la peur, l'anticipation et l'hypervigilance viennent amplifier énormément ce que le corps vit déjà. Et ce fonctionnement concerne évidemment pas uniquement la douleur ou la fatigue. On retrouve ce type de cercle dans énormément de situations du quotidien. Alors, je vais te donner un dernier exemple pour bien comprendre comment fonctionne la grille CK. Donc, on repart sur la première étape, donc la situation. Là, cette fois, on imagine maintenant une personne qui doit participer à une réunion en anglais au travail. Elle sait qu'elle devra probablement prendre la parole devant ses collègues. La première étape, c'est la situation, on la décrit factuellement. La deuxième étape, les émotions. Très vite, du stress apparaît, de la nervosité, de l'appréhension, et parfois même une forme de honte ou de peur du jugement. La troisième étape, les cognitions. Ce sont les pensées. Et automatiquement, certaines pensées arrivent. Je vais mal parler, je vais chercher mes mots, je vais faire plein d'erreurs. Les autres vont voir que mon anglais n'est pas assez bon. Je vais être ridicule. Je vais perdre mes moyens. Ensuite, on passe à la quatrième étape, les comportements. Alors, la personne commence à énormément se surveiller. Elle prépare mentalement chaque phrase. Elle ose moins intervenir. Elle évite de prendre la parole. Ou alors, elle parle très succinctement pour passer le moment le plus rapidement possible. Et la cinquième étape, les anticipations. La personne se dit « je vais perdre mon travail. J'aurai jamais un bon niveau d'anglais. Je vais encore stresser pour la prochaine réunion. » Et plus ce cercle se répète, plus la peur peut devenir automatique dans ce type de contexte. Et à force, on peut avoir l'impression de ne plus vraiment maîtriser ce qui se passe. Comme si tout devenait automatique, les pensées, les réactions du corps, les émotions, des comportements d'évitement. Le cerveau, il anticipe avant même qu'on ait le temps de réfléchir. Et ce qui est intéressant avec la grille CK, c'est que c'est un outil qu'on peut utiliser dans énormément de difficultés du quotidien. Le stress, l'anxiété, la fatigue, les conflits, la peur de l'échec, le manque de confiance. En fait, pour toute difficulté. Parce qu'au fond, elle aide surtout à mieux comprendre les cercles automatiques dans lesquels notre cerveau et notre système nerveux peuvent parfois s'enfermer. Alors dans tout ce que l'on vient de voir, ce qui est difficile, c'est qu'à force de répétition, certaines pensées deviennent réflexes. Le cerveau anticipe avant même qu'on ait le temps de réfléchir. Parfois, une sensation apparaît et immédiatement, panique, anticipation, catastrophisme, comme un automatisme. Et honnêtement, c'est pas parce qu'on est faible. C'est souvent simplement un cerveau qui a appris à fonctionner en mode protection permanente. Et je crois encore une fois que comprendre ça change énormément de choses. Parce qu'on arrête progressivement de se juger. On commence à comprendre qu'il y a des mécanismes automatiques derrière certaines réactions. Et surtout, ça ouvre la possibilité d'apprendre progressivement autre chose. Il y a aussi quelque chose dont j'aimerais énormément parler parce que ça a fait partie de mon fonctionnement. Les scénarios catastrophes. Honnêtement, j'en étais remplie. La moindre sensation, le moindre symptôme, la moindre douleur inhabituelle et mon cerveau partait immédiatement dans des projections énormes. Je pouvais imaginer que ça allait empirer, que quelque chose de grave était en train d'arriver, que j'allais rester bloquée, perdre en autonomie, mourir, ou que mon corps était en train de lâcher. Et avec le temps, je me suis rendu compte que je finissais dans une forme d'hypocondrie. Pas parce que j'inventais les sensations. Les sensations, elles étaient bien réelles. Mais parce que mon cerveau associait constamment les sensations au pire scénario possible. Et honnêtement, quand on vit avec des douleurs chroniques, ce fonctionnement peut devenir extrêmement épuisant, et relativement classique d'ailleurs. Parce qu'on ne souffre plus seulement des sensations, on souffre aussi de tout ce qu'on imagine autour. Des projections, des anticipations, des peurs futures. Et souvent, ces scénarios activent encore davantage le système nerveux. Le cerveau se prépare alors à une catastrophe, qui, dans la majorité des cas, n'arrive jamais. Et avec le temps, j'ai commencé à faire un petit exercice qui m'a énormément aidé. Je l'ai appelé le recueil des scénarios catastrophes, parce que pour le coup, celui-là, je l'ai inventé. J'ai commencé à noter, au fur et à mesure, tous les scénarios catastrophes que mon cerveau inventait. Et je les classais par thème. Santé, travail, vie perso. Et ensuite, j'y revenais plus tard, et je notais ce qui s'était réellement passé. Alors, je vais te donner des exemples de ma liste. Aujourd'hui, ça me fait marrer. Mais sur le moment, je flippais un max. Le premier scénario dont je vais te parler, c'est le scénario des tendons d'Achille. Je me suis remise à courir et quelques jours après, j'ai commencé à avoir mal aux 2 tendons d'Achille. Et là, mon cerveau anxieux a ouvert Hollywood Studios. Le film mental projeté, c'était « ça y est, je me suis détruite les tendons. Ça va devenir chronique. Je ne pourrai plus faire de sport. Je vais avoir mal pour marcher. Je ne pourrai plus conduire. Je vais finir arrêtée ou bloquée physiquement. »
Le plus intéressant dans ce scénario, c'est que mon cerveau ne partait pas de zéro. Il utilisait mon historique de douleurs chroniques neuropathiques pour prédire l'avenir. Comme j'ai déjà vécu des douleurs chroniques, toute nouvelle douleur risque de devenir chronique. Ça paraît logique. Sauf qu'en réalité, je me suis reposée pendant 3 semaines. J'ai fait des activités modérées pendant ce temps-là. Il n'y a pas eu d'aggravation. J'ai repris du vélo elliptique et les douleurs ont quasiment disparu, jusqu'à complètement s'éteindre. Et surtout, ça s'est pas chronicisé. Ce que ce scénario montre très bien, quand on a vécu la douleur chronique, le cerveau devient hyper entraîné à détecter le danger. Il fait alors une erreur fréquente. Il confond douleur chronique avec douleur. En réalité, certaines douleurs deviennent chroniques, mais énormément de douleurs aiguës guérissent normalement et rapidement. Mon cerveau, lui, avait déjà réservé plus jamais de sport et une carrière détruite. Alors que mon corps demandait surtout juste un peu de repos. Un autre scénario. Le scénario du jean. Alors j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent et je vais revenir dessus. Alors je m'étais dit qu'avec mes douleurs neuropathiques au périnée, j'étais persuadée que je ne pourrais plus jamais remettre de jean. Ce qui est intéressant ici, c'est que le cerveau n'avait pas seulement peur d'un vêtement. Il transformait un jean en symbole de restriction, de perte de liberté, de plus jamais comme avant. Le film mental projeté que j'avais, c'était « mon corps ne supportera plus jamais ça, je vais devoir vivre uniquement en vêtements ultra larges ou très souples et sans couture. Chaque frottement va relancer les douleurs. Ma vie va devenir de plus en plus limitée. » Sauf que la réalité, aujourd'hui, je remets des jeans, peut-être pas tous les jours, on va pas déconner quand même, mais je peux en remettre. Et ça montre que mon système nerveux, il peut se calmer, mon corps peut retolérer progressivement et surtout, les interdictions fabriquées par l'anxiété ne sont pas toujours définitives. Ce que ce scénario raconte en profondeur, c'est que l'anxiété adore le mot « jamais ». Plus jamais, définitivement, c'est fini. C'est une drama queen. Voilà. Alors que le vivant fonctionne beaucoup plus en fluctuation, adaptation, récupération progressive. Mon cerveau, il avait annoncé la fin officielle du denim, mais ça n'a clairement pas été le cas. Allez, je te donne un dernier petit exemple pour la route. Le scénario du resto à 11h40. Celui-là, il paraît tout petit, mais psychologiquement, il était hyper révélateur. Je m'étais dit qu'on allait arriver trop tard au resto, qu'il y aurait énormément de monde et une attente interminable. Et mon cerveau avait déjà préparé les enfants qui allaient s'impatienter, le bruit, le stress, les tensions, le repas qui tourne mal, moi épuisée avant même d'être arrivée. Le film mental que j'avais projeté, c'était clairement « ça va être le chaos ». Alors qu'en réalité, il y avait quasiment personne, on n'a pas eu d'attente, l'ambiance était tranquille et tout s'est bien passé. Pourquoi ce scénario est super intéressant ? Parce qu'il montre un truc essentiel sur l'anxiété. Le cerveau anxieux ne fait pas la différence entre un danger réel et une simple possibilité désagréable. Du coup, il anticipe le « au cas où » et souvent, il te fait vivre du stress pour rien du tout. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce type de mini-scénario arrive des dizaines de fois par jour chez les personnes anxieuses ou les personnes souffrant de douleurs chroniques. Pas forcément des grandes catastrophes, juste ça va être compliqué, ça va mal se passer ou ça va être lourd. Donc une fois que j'avais écrit ça, je revenais relire ces scénarios quelques jours ou quelques semaines plus tard et j'écrivais simplement ce qui s'était réellement passé. Pas ce que j'avais imaginé, la réalité. Et honnêtement, ça a été un choc énorme. Parce que dans l'immense majorité des cas, les scénarios catastrophes ne se produisent jamais. Ou alors les choses étaient beaucoup moins graves que ce que mon cerveau avait anticipé. Et petit à petit, ça m'a permis de prendre énormément de distance avec mes pensées. Parce que je pouvais presque observer mon cerveau en train de créer des films catastrophes. Et quand une nouvelle peur arrivait, ou un nouveau scénario catastrophe, je pouvais relire mon recueil. Et instantanément, ça remettait un peu de réalité dans tout ça. Et je pouvais me dire, ok, mon cerveau recommence à anticiper, mais ça ne veut pas dire que ce scénario va réellement arriver. Et honnêtement, ça m'a énormément aidé à calmer l'hypervigilance. Parce qu'au fond, le cerveau anxieux confond souvent possibilité et probabilité. Oui, certaines choses sont possibles, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont probables. Et apprendre à faire cette différence, ça change énormément de choses dans le système nerveux. Et aujourd'hui, honnêtement, ça me fait presque rire de relire certains de ces scénarios, quand je vois tout ce que mon cerveau avait imaginé, alors que finalement, rien de tout ça s'est produit. Et si un jour un nouveau scénario catastrophe revient, ce qui est devenu beaucoup plus rare maintenant, je retourne simplement dans mon recueil, je relis tout ça. Et très souvent, ça désamorce immédiatement la peur, parce que je n'accorde plus autant de crédit à mes pensées. Je crois que cet exercice m'a surtout permis de réaliser une chose. Je suis une très mauvaise scénariste.
Et finalement, cet exercice me l'a démontré encore et encore. Alors je me suis quand même beaucoup reconnue dans ces mécanismes d'anticipation dont on a parlé précédemment. Pendant longtemps, les moindres sensations nouvelles pouvaient déclencher immédiatement des scénarios catastrophes. Je projetais déjà la crise, la fatigue, la douleur qui empire, les limitations, la peur de ne plus pouvoir fonctionner. Et le problème, c'est que plus j'avais peur, plus mon système nerveux s'activait. Et plus il s'activait, plus les sensations devenaient présentes. Je ne m'en rendais même pas compte à l'époque. J'avais l'impression que tout venait uniquement du corps. Alors qu'en réalité, tout un système s'activait. Les pensées, les émotions, la peur, l'anticipation, les comportements d'évitement, la surveillance. Et honnêtement, comprendre ça a été un énorme tournant. Pas parce que tout a disparu d'un coup, mais parce que j'ai commencé à voir qu'il existait des mécanismes. Et quand on comprend les mécanismes, on peut progressivement commencer à agir différemment. Il y a aussi quelque chose qu'on retrouve énormément dans la douleur chronique, c'est la difficulté à ressentir certaines émotions. Pas forcément parce qu'on les refuse consciemment, mais parfois parce qu'on a appris très tôt à prendre sur soi, être fort, continuer malgré tout, ne pas déranger, ne pas montrer sa vulnérabilité. Et honnêtement, je me reconnais énormément là-dedans. Pendant longtemps, j'étais beaucoup plus connectée à mes pensées qu'à mes émotions. Je comprenais les choses mentalement, mais je ressentais très peu ce qui se passait à l'intérieur. Et souvent, le corps finit quand même par exprimer certaines tensions. Pas parce qu'il est contre nous, mais parce qu'il fait partie de l'équation émotionnelle lui aussi. Mais alors attention, même dans les émotions se cache un piège. Et là aussi, je crois qu'il faut énormément de nuances. Parce qu'on peut très vite tomber dans un autre extrême. Analyser chaque émotion, chercher absolument l'émotion cachée, vouloir comprendre chaque douleur psychologiquement. Et honnêtement, ça peut devenir une nouvelle forme d'hypervigilance. Le but n'est pas de devenir obsédé par son monde intérieur. Le but, c'est surtout d'apprendre progressivement à mieux se comprendre, avec plus de curiosité, plus de douceur et moins de peur. Alors, ce qui change quand on commence à travailler là-dessus, quand on commence à travailler sur ses pensées, ses émotions, son système nerveux, quelque chose change profondément. On se sent moins prisonnier, parce qu'on commence à avoir des mécanismes, des cercles automatiques, des réactions conditionnées. Et surtout, on réalise qu'on peut progressivement apprendre à réagir autrement. Pas parfaitement, pas du jour au lendemain, mais petit à petit, avec des nouvelles expériences, des pensées plus sécurisantes, plus de flexibilité émotionnelle, moins de peur face aux sensations. Et souvent, rien que ça enlève déjà beaucoup de souffrance. En conclusion, je crois que cet épisode n'est pas là pour te faire analyser chacune de tes pensées, ni pour te faire croire que la douleur est dans ta tête. Au contraire. L'idée, c'est surtout de comprendre que le corps, les émotions, les pensées, le système nerveux fonctionnent ensemble. Et que parfois, mettre un peu plus de conscience sur ces mécanismes peut déjà enlever une énorme couche de souffrance. Pas parce qu'on devient positif, mais parce qu'on commence progressivement à sortir du mode alerte. Et si cet épisode t'a parlé, alors peut-être que quelque chose a déjà commencé à changer en toi. Parce que oui, un rapport plus apaisé avec la douleur est possible. Tu peux t'abonner et le partager autour de toi, comme un petit papillon qui viendrait se poser auprès de quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt dans Aïe, j'ai mal.